Vous avez dit une chose sur laquelle qui sera une question tout à l'heure. Patron, c'est pas taire. Moi, ça a évoqué quelque chose chez moi. C'est comment on fait pour reconnaître des patrons dans une société qui ne reconnaît plus ses pairs. Mais on y viendra tout à l'heure. Dans une société qui est plus dans la logique du père, qui est dans d'autres formes de logique. Peut-être qu'on trouvera quelque chose là-dessus. Non, non, on en viendra au moment du débat, parce que je vais passer la parole à Sébastien Arnoux, en tant qu'entrepreneur. Vous avez décrit des patrons ou l'exercice du métier de patron de façon opérationnelle, en disant on peut être patron d'une filiale ou on peut être patron d'un département, on est toujours un patron. Est-ce que c'est un avis que tu partages, Sébastien? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un entrepreneur et un patron? Parce que le patron d'un département n'a pas la même relation au risque que l'entrepreneur. Pour moi c'est très différent. J'étais très flatté. Je vous remercie pour cette invitation. J'ai cru une erreur à première vue. Qu'est-ce qu'un patron? Moi, je me suis jamais défini comme un patron. J'ai pas mis de cravate, mais je suis venu quand même. Et je me définis comme un entrepreneur et plus précisément, je fais partie de la sous-famille des web entrepreneurs, qui est quelque chose, à mon avis, d'un peu particulier. Je pense que je fais pas le même métier qu'un patron traditionnel parce que c'est pas du tout les mêmes structures, les startups. Les startups, c'est même pas une PME innovante. On peut imaginer qu'une PME, c'est le modèle réduit d'une grande entreprise. En fait, une start-up, c'est pas du tout ça. On n'a pas les mêmes outils pour rendre compte en fait de notre activité. Et la start-up, en fait, elle a cette particularité qu'elle évolue dans l'inconnu. C'est quelque chose que connaissent pas les grands groupes qui ont beaucoup à mon avis, d'indicateurs. Chez nous, au début, quand on entreprend, on ne connaît pas notre produit, on imagine un marché, on imagine une clientèle, on ne connaît pas nos prix. Toutes ces variables, il faut les découvrir petit à petit. Et notre métier, en fait, c'est de partir à la recherche de toutes ces variables. Donc je pense que ça impacte toutes les décisions et toute notre manière de gérer en fait, notre entreprise. Et que les recettes traditionnelles de la gestion, celles qu'on apprend à l'école, si elles sont appliquées à une petite entreprise, enfin une start-up en l'occurrence, elles seraient toxiques. Donc c'est pas, j'ai du mal en fait à me reconnaître dans ce modèle-là. Et je pense qu'un bon web entrepreneur, ça ferait un mauvais patron, et un très bon patron, ça ferait pas forcément un bon web entrepreneur. Ce que je veux dire, c'est que notre métier, c'est de mettre en place une structure qui soit extrêmement souple, extrêmement agile, extrêmement rapide pour pouvoir faire des tests, se concentrer sur le client, l'écouter, comprendre ce qu'il veut, et ensuite définir un produit et faire sans cesse ces allers-retours. Donc je pense qu'on dirige ça d'une manière complètement différente, même d'une société, d'une division ou d'une quelconque entité à l'intérieur d'une grande entreprise. Ces règles-là, on les apprend petit à petit. Ce n'est pas des choses qu'on apprend en général à l'école. On les apprend un peu plus dans les incubateurs. Moi, j'étais à l'incubateur de Sciences Po quand j'ai commencé. Ensuite, je suis à la Pépinière 27 maintenant. Donc voilà, c'est des règles qu'il faut mettre en place. Et le but du jeu, c'est pas de passer, pour nous, de gagner des parts de marché de 0,1 à 0,2 à 0,3, mais c'est de trouver en fait ce produit qui sera adopté, et c'est de trouver surtout un business model qui soit possiblement répété et industrialisable. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a trouvé ça, qu'on a mené ces tests, qu'on est revenu sur le métier une centaine de fois s'il faut, on n'est plus un entrepreneur, on entre dans la gestion, et à mon avis, c'est là qu'on devient un patron, justement. Mais est-ce que ça, on en débattra, Charles-Henri te répondra peut-être là-dessus. Est-ce que le but du start-upper, c'est pas justement de faire la bascule au moment de la cession de son entreprise? Et est-ce que c'est pas ça aussi l'origine du débat qu'il y a eu la semaine dernière? Si, c'est évidemment ça, mais c'est l'origine du débat de la semaine dernière, c'est malheureusement, ça s'est focalisé là-dessus. Moi, je pense pas qu'on crée une entreprise en pensant qu'on va défiscaliser dans 2 ou 3 ans, ou qu'on crée une entreprise pour la revendre et faire une plus-value. C'est une motivation. C'est important de dire que ça peut être possible, que c'est un espoir, mais on crée une entreprise aussi pour d'autres raisons, parce qu'on a envie d'indépendance, parce qu'on a envie de changer un marché, parce qu'on a envie de travailler avec des gens qu'on a choisis. C'est quelque chose d'important. Est-ce que maintenant, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir modifié le PLF? Moi, évidemment, je pense que oui. Il faut aussi
c'est peut-être une réponse sur une politique de gauche, justement, dans ce domaine. Il faut aussi porter de l'attention, pas simplement sur le moment où on revend l'entreprise, c'est-à-dire où on fait la bascule, où il y a un côté spéculatif, mais aussi faciliter les choses pour la création d'entreprises et pousser des bonnes mesures pour qu'une start-up qui vient de se créer puisse croître, et ça passe par ce qu'on connaît, le renforcement d'OPO, d'OSEO, pardon, du JEI. OSEO sous EPO, c'est ça? Ouais, ce serait bien, ouais. Ouais, du crédit impôt recherche et des choses comme ça. Merci Sébastien.